n'apprend pas à mettre des mots, à mettre des pensées sur ses émotions, on va dire, je suis triste, je suis en colère, j'ai peur. Si l'enfant n'apprend pas à dire ça, il vivra la tristesse, la peur, la colère d'une manière totalement inappropriée. Inappropriée, ça veut dire qu'il va vivre la peur, la tristesse, mais cela sera vécu comme quelque chose qui n'est comme quelque chose de dangereux, de mauvais. Ce qui fera que quand il y aura de la tristesse, il ne saura pas que c'est juste de la tristesse et que c'est une émotion qui est passagère parce qu'il ne sait pas que la tristesse vient après des événements désagréables, juste des événements qu'on n'aime pas. Et pour dire que je vais m'orienter vers des événements que j'aime, vers des choses que j'aime. Mais on a pu voir qu'Elisabeth écrivait. On reviendra, des stratégies on reviendra David, on reviendra lorsqu'on parlera de la prise en charge. Je suis avec le docteur Okouen Boué, je crois que je prononce bien. Édouard, vous êtes psychogénéalogue. Bonsoir messieurs et merci d'être avec nous. Oui, merci, bonsoir. Alors, avec on parle d'hypersensibilité, on parle naturellement du cas Elisabeth. J'aimerais tout d'abord comprendre, comme ces personnes qui sont à la maison, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? Oui, pour dire en termes simples, l'hypersensibilité est un état d'être de l'humain et qui est dû au fait de l'utilisation de ses sens et de façon aiguë pour certains. Et ça peut se manifester de plusieurs façons. Pour certaines personnes, ça peut être sur le plan auditif. Donc, ils peuvent avoir une audition assez développée qui peut créer parfois des troubles auditifs où ils peuvent percevoir aussi plutôt des sons à distance. Chez certaines personnes, ça peut être de l'hyperactivité. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être stables. Elles ne peuvent pas faire une chose à la fois. Elles sont en permanence en train de bouger. Et pour illustrer le cas, pour certains enfants, ça se ressent beaucoup. Il suffit de lui demander peut-être de dessiner un bateau. Pendant que ses camarades vont s'arrêter au dessin du bateau, lui va vous dessiner le bateau, la plage, il va mettre les pagaies, il va mettre tout un tas de trucs autour. Donc le gars est en avance sur les autres. Donc, le potentiel est assez développé. Mais en quoi est-ce que cela est un danger? En principe, il n'est pas un danger. Au contraire, c'est un cadeau, c'est un don, c'est une force. Mais ça éloigne Elisabeth pourtant des personnes qu'elle aime. Exactement. Parce que nous fonctionnons dans un monde où il y a des standards, il y a de la norme. Un enfant, dans une salle de classe où on a demandé de dessiner un bateau, s'il met la baie, je ne sais pas quoi, les pagaies, c'est l'enseignant qui va dire que non, c'est pas ce que j'ai demandé. Et du coup, le gars se trouve hors de la société. Ça, c'est le problème des hypersensibles. Ça veut dire vivre dans un monde qui a des canons qui ne correspondent pas à leur canon mental et psychologique. En fait. Tout à l'heure, dans votre propos, David Domguier, vous parlez des parents qui étaient préoccupés par leurs propres problèmes, je vais dire ça ainsi de façon triviale. Vous disiez que ça peut affecter l'enfant, ça peut être l'une des causes, pour faire simple, de l'hypersensibilité. Mais est-ce que les parents sont assez éduqués ou alors les parents ont reçu tout d'abord ça avant de transmettre ce qu'ils ont aux enfants? Non, Martin, pas forcément. Comment comprendre le comportement des parents qui sont absents? Non, on ne va pas dire que les parents sont absents. Les parents, ils ont juste donné leur information. Ils se sont comportés du mieux qu'ils pouvaient. Juste que l'enfant n'a pas senti qu'il y avait 50% de plus et 50% de moins. On peut s'arrêter là. Parce qu'on ne peut pas, on peut pas postuler que c'est parce que le parent n'a pas été suffisamment présent que cela a forcément produit tel comportement. On peut juste s'abstenir là. Sinon, on aura des propos totalement accusateurs dans la mesure où on n'est pas sûr que deux enfants dans la même situation auraient le même comportement, auraient le même dysfonctionnement, auraient le même fonctionnement. On n'en est pas sûr. Mais au moins, on peut postuler en psychopathologie que l'enfant en grandissant a besoin de repères parentaux stables dans le temps, qui serait suffisamment répondant agréablement, ce qui permettrait à l'enfant d'être suffisamment calme, de modifier ses émotions de tristesse à la joie pour favoriser son développement cognitif.
Donc, on ne va pas récuser les parents, on ne va pas les accuser, mais on va juste dire qu'ils sont comportés comme ils ont pu. Mais le cerveau de l'enfant n'a pas perçu cela de manière équilibrée. Alors, docteur Kouane-Boué, il y a de nombreuses personnes certainement qui en souffrent à la maison sans le savoir pour autant. Pour le cas Elisabeth, qu'est-ce qui aurait pu déclencher ça? D'après vous qui suivez, vous l'avez suivi quand même? Oui, j'ai suivi Elisabeth et pour son cas, il faut comprendre qu'il y a un lien que d'aucuns vont appeler un lien d'hérédité et qui vient des antécédents familiaux. Donc c'est ces antécédents familiaux qui se sont répercutés sur elle parce qu'elle est un peu comme